Bienvenue dans ce rendez-vous 1 de Lénéa Orenda, complet et subtil. Je suis vraiment en joie de t'accueillir sur ce cadeau que tu te fais, sur ce cadeau que tu fais au monde entier, de pouvoir te découvrir toi-même, aller un peu plus loin sur le chemin de ton apaisement pour gagner en sérénité, en calme et en état de conscience éveillé. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de te faire découvrir cette roue de médecine, parce que pour moi, les roues sont des roues de médecine, ou en tout cas celle-ci est celle qu'on utilise dans l'accompagnement au Renda. Alors on va pouvoir la regarder ensemble. On verra aussi au fur et à mesure des ateliers toutes les descriptions, tous les détails qu'on va y trouver. Mais dans un premier temps, on constate effectivement qu'il s'agit d'une étoile avec 9 points, 9 branches. Elle a une particularité, cette étoile, c'est qu'effectivement, on peut voir qu'ici, il y a un triangle et qu'en fait, il y a d'autres formes autour qui sont également des triangles, mais qui sont ouverts à cet endroit-là pour comme laisser passer une forme d'énergie, de lumière qui peut faire circuler tout le reste de la roue. On retrouve donc chaque énéatype. On va commencer avec le premier. Le premier, l'archétype 1. On l'appelle la perfectionniste. Le 2, l'archétype de l'altruiste. L'archétype 3, le battant, la battante. L'archétype 4, la romantique. L'archétype 5, l'observateur, l'observatrice. L'archétype 6, le loyal, la loyale. L'archétype 7, l'épicurien, l'épicurienne. L'archétype 8, le protecteur, la protectrice. Et l'archétype 9, le médiateur, la médiatrice. Déjà là, peut-être, tu peux te dire, tiens, moi, je me situerais peut-être à cet endroit, ou peut-être il y a plusieurs archétypes qui t'appellent. Je t'invite dès à présent à prendre ton carnet ou prendre une feuille selon l'outil que tu préfères. Et puis vraiment, je t'invite à écrire pendant les ateliers parce que ça va vraiment te permettre d'avoir des ressources pour toi. Et puis, comme on peut le voir en médecine taoïste, en fait, quand de ta pensée, tu viens écrire quelque chose ou mettre en mouvement dans ton corps, eh bien, en fait, tu viens faire circuler l'énergie que l'on appelle le qi. Et le qi, hop, vient inscrire quelque chose. Donc, voilà aussi pourquoi j'apprécie beaucoup l'outil de l'écriture. Alors, quelques petites règles pour cet atelier. Donc, garder ce qui sera évoqué pour soi. Ne pas en parler, ni citer les noms, s'il y a des exemples qui sont donnés. Et puis, garder ce qui est évoqué pour soi parce que à cet endroit, ici et maintenant, bien, c'est le début d'un chemin. Alors, pourquoi pas évoquer si tu as quelqu'un de très proche en qui tu peux avoir confiance, mais ça reste quand même un rendez-vous avec toi-même et qui va vraiment t'amener à te questionner. Donc évidemment, dans la proposition, je suis là si tu as besoin pour répondre à des questions, à des besoins, évidemment. Et donc, eh bien, voilà, garder pour toi, en tout cas dans un premier temps. Et l'écoute en silence et en toute bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soit accueillir ce qui est dit et accueillir ce qui se dit en toi. C'est-à-dire ne pas entrer en conflit avec des choses qui viennent percuter. On est juste en écoute. On n'est pas en jugement, on n'est pas... Voilà, on ne se met pas en état, entre guillemets, de faiblesse ou de conflit. Tout ça parce qu'en fait, quand on se met dans ces états-là, on vient bloquer des choses.
Et le fait de bloquer, bien évidemment, je te parlais d'énergie, ça ne circule plus. Et si ça ne circule plus, eh bien, il y a des choses qui ne vont pas être inscrites en toi, qui ne vont pas être inscrites dans ta compréhension et dans tes émotions. Donc vraiment, l'écoute, on accueille. Et puis comme la méditation, hein, c'est exactement la même chose. S'il y a des pensées qui viennent, ok, c'est bien, mais je reste concentrée à cette écoute, à cette méditation. Le répondant, ben c'est ça aussi. Le répondant, ça me fait quoi? Ça me fait quoi dedans? Quand j'entends ça ou quand il y a telle ou telle chose qui sont mis en avant. Et encore une fois, c'est pour ça qu'avec ton carnet, tu peux l'écrire rapidement et le laisser partir. Okay, être ouverte aux idées qui arrivent. Évidemment, accueillir sans rejeter, laisser partir sans retenir. C'est exactement ce que je viens de dire. Tu l'accueilles, ok. Si tu as besoin de le noter, tu le notes et tu le laisses partir et tu reviens, encore une fois, à cette méditation, à ce travail. Savoir faire bon usage des moments critiques. Eh bien, si à un moment, il y a des émotions, ok. Comme c'est un enregistrement, paf, tu peux mettre pause. Ah, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin voilà, de boire quelque chose, de manger quelque chose, de faire une pause, d'y revenir après. C'est ok en fait. On accueille tous ces espaces, que ce soit critique ou pas, mais en tout cas, voilà, on accueille évidemment ce qui se passe, sans jugement. J'y reviens. Et voilà, dans notre vie, jouer avec les difficultés plutôt que vouloir les réparer ou les éviter ou jongler avec. Ça, on va le voir vraiment tout au long de l'accompagnement, tout au long des exercices. Voilà, s'il y a une difficulté, ok. Mais voilà, l'idée, c'est de participer. Donc, observer simplement et prendre du recul si besoin. Rester vraiment dans ton moment présent, dans cette conscience. Et puis, être vrai. Être vrai avec toi, être honnête. Pas jouer un rôle. De toute façon, tu es devant cette vidéo, donc observe ces rôles qui peuvent se mettre en place ou ces croyances qui sont déjà bien inscrites. Observe tes réactions, respire et tout va bien. Et dernier point très important, on ne dit à personne quel énéatype il incarne ou quel énéatype on croit qu'il incarne, parce que c'est vraiment une œuvre personnelle et intime que d'aller rechercher qui l'on est. Et donc c'est vraiment un respect de l'être, de soi-même et de l'autre, que de garder pour soi toutes les expériences que l'on fait. Parce que voilà, il y a une forme d'humilité déjà dans cet exercice. Et puis, qui peut dire qui est l'autre? Parce que c'est tellement complexe. Vous le verrez au long des ateliers. On va porter un masque en premier, et puis peut-être que le deuxième va prendre plus de place que le premier, etc. etc. C'est vraiment tellement individuel que ça ne peut pas être dévoilé de manière légère. Donc voilà ce que je vous invite à faire, et puis à rester ouvert, encore une fois, sur les possibilités de qui je suis et qui nous sommes. L'image, vous verrez, il y a pas mal d'images dans les diapos. L'image de l'oiseau au bord du nid. Eh bien, c'est un peu ça, ce que propose cet outil. C'est que nous sommes un oiseau au bord du nid. Donc, l'oiseau au bord du nid, ben, il apprend à se déployer, comme l'enfant qui apprend à grandir. Et l'énéagramme est à l'origine une figure ésotérique, puisqu'évidemment, il y a plein de subtilités. Et donc, cette étoile à 9 branches dont je vous parlais. C'est une référence aux 9 grands éducateurs de l'humanité reconnus par les Bahadsis. On reconnaît Krishna, Abraham, Moïse, Bouddha, Zoroastre, Jésus, Mohamed, le Bab et Baha'u'llah. C'est une référence aussi au passage au stade de la maturité pour l'humanité, car le chiffre 9 contient tous les autres et symbolise la perfection et l'accomplissement. Et donc, le mot a été construit avec la racine grecque énéa, qui signifie 9, gramma, qui signifie poids, et que l'on nomme le poids des 9.
Ici, dans cet accompagnement spécifique avec moi, il est renommé Enea Orenda. Enea, c'est toujours le 9. Et Orenda, vous vous souvenez, c'est un mot emprunté aux Amérindiens, Iroquois en particulier, qui signifie l'être soi. Donc, c'est le 9, les 9 êtres de soi. Les 9, voilà, qui permet à chacun de se retrouver dans son essence, spirituelle en particulier. Et par rapport à cette image, alors je ne sais pas si j'en parle après, non, pas dans les images. Ici, ce que je veux vous évoquer aussi, c'est que cet oiseau, on va imaginer qu'il est ici, en posture du médiateur, l'archétype 9. Et en fait, vous voyez, cet oiseau, il est posé au bord du nid. Et juste avant, je vous disais que ce n'était pas si simple. Pourquoi? Parce que, imaginons, OK, on reconnaît, ouais, je pense que je suis énéatype 9. Eh bien, on a une aile à droite, une aile à gauche. On a une aile en 1, une aile en 8. D'accord? Et après, vous pouvez voir devant, bah, y a des lignes. Et puis devant les ailes, il y a aussi des lignes. Donc tout ça, voilà, pour vous montrer qu'effectivement, il y a plein de subtilités. On imagine, on est vraiment incarné ou voilà, on est vraiment dans cet archétype 9. Mais OK, mais peut-être que selon la vie, selon qui vous êtes, ben, vous allez incarner un peu plus votre L1 ou votre L8. Et ça va vraiment être différent selon chacun. Donc, c'est vraiment individuel. Voilà pour les petits détails. On continue. Ici, l'Enea Orenda. Donc, réunis en cercle à nous écouter avec le bâton de parole, des heures s'il le faut, à chanter, à danser et à exprimer nos langages physiques, psychiques et émotionnels, afin de trouver une communion réelle, une communion, le 1. Ce petit schéma que j'ai représenté fait référence à un conte. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce dessin. On a donc cet éléphant. Et il y a quelqu'un qui se situe au niveau de la patte et qui va dire: «Oh, un éléphant, alors c'est large, je peux le prendre dans les bras, c'est solide, ça a l'air lourd, c'est costaud». Et puis, quelqu'un d'autre ici va dire: «Mais non, un éléphant, mais c'est quelque chose de long, de fin, je peux le tenir entre les mains, c'est comme un serpent. Ça ressemble à quelque chose de très long, un tuyau, un serpent, quelque chose». Et puis, un autre personnage va dire: «Mais non, un serpent, eh ben, c'est en dessous et puis, c'est un peu ça gratte un peu, ça pique un peu, ça ressemble à une brosse, mmh et c'est large, c'est très, très large». Un autre dira: «Ah mais non, mais un éléphant, c'est comme une corde, c'est très, très long et puis il y a des choses, des poils, hein, c'est comme une corde de jute». Et puis un autre dira: «Bah non, un éléphant, c'est rond, c'est mou, ça a de l'odeur». OK? En fait, tous ces individus parlent de la même chose, parlent de l'éléphant. Seulement, ils en parlent depuis leur point de vue. Et c'est donc ce qu'on retrouve sur cette roue Enea. Chacun se trouve autour du même rond, mais regarde le monde, parce qu'on peut imaginer ce rond comme la planète, comme le monde, regarde le monde avec des yeux différents, avec un vécu différent et des expériences différentes. Et c'est exactement ce qui a voulu être illustré ici avec ce dessin. Un autre dessin ici, repris d'une citation d'Albert Einstein qui dit: «Tout le monde est un génie,
Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Peut-être ça vous donne des souvenirs d'être devant ce maître et qui va juger, noter, ranger, ordonner. Et on entend ce maître qui dit, pour une sélection juste et équilibrée, surtout, tous doivent passer le même examen. On est bien d'accord. S'il vous plaît, grimpez dans l'arbre rapidement. Donc voilà, je vous laisse imaginer comment on peut grimper à l'arbre, un volatile, un singe, un pingouin, un poisson, un éléphant, une orque et un lion, un félin. Ils n'ont pas tous les mêmes capacités, hein. Mais encore une fois, c'est ce qu'on retrouve avec l'outil des archétypes de l'énéatype. Allez, à tes stylos. Donc voici les phrases types des énéatypes qui sont en lien avec des fiertés égotypes. Et donc ces fiertés égotypes, eh bien, elles vont t'aider à comprendre comment tu chemines, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, qu'est-ce qui ne te parle pas du tout, et au contraire, qu'est-ce que tu ne sembles pas posséder, mais que tu aimerais développer. C'est des choses qui te donnent envie. Donc, je t'invite vraiment à faire, tu peux faire trois cases, hein. Une case, non, rien du tout. Ah oui, j'en ai tellement envie, mais je sens que c'est pas encore en moi. Ou alors, ça, c'est carrément moi. Ça peut être ces trois zones-là. Et donc, voilà, à quoi tu t'identifies. Et donc, si plusieurs phrases te parlent, choisis-les. Et tu peux effectivement les ranger comme je te le propose, parce que ça va te permettre de cheminer tout au long des autres ateliers. Et puis, rappelle-toi, je ne suis pas ce que je dis, je ne suis pas ce que pensent les autres, je suis. C'est tout. Et je suis, c'est déjà pas mal. Alors, je vais dire les phrases avec toi. Est-ce que tu te sens, voilà, tu peux te poser dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, et tu vois comment ça réagit. On y va. J'aime et j'aide. Je réussis. Je suis efficace. Je suis forte et juste. Je suis calme et zen. Je suis droite et travailleuse. Je suis sensible et différente. Je sais. Je comprends. Je suis loyale. Je fais mon devoir. Je suis heureuse et optimiste. Respire avec toutes ces phrases. Et voilà, si tu n'as pas eu le temps de rédiger tranquillement, je t'invite tout de suite à mettre pause. Et sinon, on continue. Alors, qui suis-je? Alors, le qui, c'est la lumière et la vibration. Le suis, c'est le verbe être et c'est descendre de sa lignée physique. Et le je, eh bien, dans tout cela, ça va être à toi de définir comment tu te présenterais si tu avais à te présenter. Est-ce que tu as tendance, quand tu es dans un groupe de parole, à dire je m'appelle, voilà, j'habite, ceci, cela, j'aime, je ressens, je pense. Ça peut être un exercice à faire. Donc, je t'invite à le noter dans ton petit carnet et te dire, voilà, si je devais me présenter, par quoi je commence? Et comment je l'écris ou comment je le dis?
Et donc, à vrai dire, je suis tout cela, plus je suis aussi ma famille, et je suis mes amis, et je suis la planète Terre et l'univers, et je suis le tout et je suis le rien. Comment tu te situes face à tout cela? Voilà. Comment tu réponds à la question «Qui suis-je?» Et comment tu te sens quand tu vois cette question et que tu dois y répondre? On en reparlera en rendez-vous individuel évidemment, si tu le souhaites et si tu en ressens le besoin. Encore un autre exercice qui va te permettre d'aller encore plus loin évidemment. Comment je me définis là maintenant? Donc je t'invite à fermer les yeux, respire et pense à une couleur. Quelle est la couleur qui te vient? Et puis pense à une structure, une forme. Et puis si tu devais voir un paysage, tu verrais quel paysage? Comment tu te sens dans ce paysage, avec ses couleurs, avec ses formes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu aurais envie de voir? Qu'est-ce que tu veux mettre dans ce paysage intérieur? Super, je t'invite à prendre une grande inspire. Si tu as besoin, tu peux t'étirer. Ouh! Ah! Voilà. Et en fait, cette petit exercice, c'est pour te proposer de faire ton propre blason. Qu'est-ce que tu aurais envie de mettre dans ton blason, dans ton logo? Ça peut être aussi un logo. Et un autre exercice qui est la devise personnelle. Alors, dans cette devise personnelle, voilà, ça peut être: «Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses». Ou alors: «Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde». Ça peut être une devise. Donc encore une fois, si tu as besoin, tu peux mettre pause et moi, je continue à te proposer les exercices. Le deuxième point, je t'invite à écrire 3 qualités et 3 défauts que tu as l'impression d'avoir ou que tu as l'impression que l'on t'a donné. Et ensuite, qu'est-ce que tes proches disent de toi? Quatrième, qu'est-ce qui, dans ta vie, te donne la patate? Qu'est-ce qui te met en énergie? Qui te donne plein d'expressions et qui te permet d'être dans ton plein potentiel, dans ta joie, dans ta vie. Donc prends bien le temps de répondre à toutes ces questions et on se retrouve bientôt pour en parler. Et c'est parti pour l'étude un peu plus approfondie, un peu plus globale. Une fois que tu auras vraiment fait, tous ces exercices de démarrage, ça va vraiment t'aider à cheminer, à avoir des compréhensions, des sensations et des expressions qui vont être beaucoup plus lisibles et presque rapides, plus rapides. Donc on se retrouve encore une fois avec cette roue que tu reverras à chaque fois. Et puis voilà, il y a un dessin assez atypique, assez particulier, qui fait référence à l'être humain dans cette roue. Donc l'énéatype, l'énéagramme, cette roue, c'est aussi une forme donc mathématique. Elle fait référence à la trinité, au triangle. Je t'en ai déjà parlé au corps, au cœur, à l'esprit, au psychique, au physique et à l'émotionnel. Ici, on propose que la tête soit en référence avec le roi
avec le je pense et avec les archétypes 5, on les trouve ici, 5, 6 et 7. Ok, on appelle ici 5, 6, 7 le royaume intellectuel. Et puis, l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, le héros. Le héros est donc dans l'énergie du je ressens. Je ressens, on le retrouve avec les archétypes 2, 3 et 4. L'archétype 2, 3 et 4 font partie du royaume affectif. Et puis, l'âme qui est en lien avec la fée, avec la magie, avec j'agis. On se retrouve avec les énéatypes 1, 9 et 8, qui, eux, sont dans le royaume instinctif. Avec les 9 archétypes, on retrouve un système décimal complet. On dit aussi qu'il y a des énergies yin et yang dans cette roue. Et donc, on reconnaît le 2, le 3, le 7 et le 8, ici, comme une énergie plutôt yang. Et on va reconnaître le 1, le 9, le 5 et le 4 beaucoup plus dans une énergie du yin. L'archétype 6 n'est pas nommé parce qu'en fait, tout va dépendre quelque part d'où vient sa loyauté. Est-ce que sa loyauté est dans le yin ou dans le yang? On reconnaît aussi dans la numérologie, on parlait de 9, il y a aussi l'énergie du 7. Parce qu'on parle de la loi du 7, qui est un chiffre sacré en alchimie, parce que c'est le début du chemin. Le 7, c'est aussi les couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique et les 7 chakras. Ça, c'est pour aller un petit peu plus loin. Donc ici, se rencontrer autour de l'étude. Écoute et rencontre du jeu. Se rencontrer soi, rencontrer l'autre et le monde. Jouer avec ses propres tempérances du moment. Observer ceux de notre entourage. Apprendre petit à petit à regarder le soi et le monde avec bienveillance. Veiller au bien. Comme lors de l'atelier clown, si vous connaissez ce type d'atelier, ce sont des ateliers que j'ai proposés par le passé, où le petit clown, là, il est sur notre épaule. Et puis, il va nous dire qu'est-ce que tu joues bien. Donc, dans votre journée, par exemple, si vous sentez de la tristesse, disons, ah, mais qu'est-ce que tu joues bien la tristesse? Tu peux pas le faire un peu plus accentué? Ou alors, ah, mais qu'est-ce que tu joues super bien la joie? Mais vas-y, exagère, etc. En fait, ce petit clown qui est sur votre épaule, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir prendre du recul, qui va vous permettre de pouvoir peut-être parfois dédramatiser ou alors redescendre la pression. En tout cas, c'est une proposition comme toutes les autres propositions. Et donc, moi, Cécile, je vais jouer avec vous. Je, Cécile, apprendre avec vous et avec le monde. Alors, on revient à cette phrase « Je n'y peux rien, c'est plus fort que moi ». Vous pouvez vous la noter vraiment en grand dans le cahier parce que c'est cette phrase qui va vous aider à vraiment déceler, délier vos comportements réactionnels et vos compulsions. Donc là, tout de suite, maintenant, est-ce que tu t'identifies comme instinctif, émotionnel ou mental, à ton avis? Où est-ce que tu te situes? Parce que ça peut peut-être t'aider à te dire, bon, d'accord, si je me sens plutôt émotionnelle, je vais me retrouver dans les 2, 3, 4. Si je suis plutôt instinctive, dans le 8, 9, 1. Ou si je suis plutôt mentale, dans le 5, 6, 7. Ça peut être comme ça qu'on peut faire. Ou encore une fois, reprendre selon chaque
adjectifs qualificatifs que l'on retrouve avec chaque numéro. Et encore une fois, nous ne sommes pas qu'un numéro, hein, tu te souviens, l'oiseau au bord du nid, il y a les ailes, etc. C'est bien plus complexe que cela. Et là, je t'ai renommé ici les royaumes instinctifs, émotionnels et mental. Et pour aller plus loin, on va reconnaître que, et ça peut t'aider aussi à savoir dans quel endroit tu te situes. Parce que pour le royaume instinctif, eh bien, c'est la colère qui est souvent soit fréquente, soit pue, c'est-à-dire cachée. Donc voilà, est-ce qu'il y a de la colère qui bouillonne ou voilà, c'est comment pour toi? On a le royaume donc émotionnel qui est dans le royaume des apparences, le royaume vraiment de l'arc-en-ciel des émotions. Et puis ici, le royaume du mental qui est en lien avec la peur. Donc là, déjà, c'est plus fort que moi. Je me sens en colère. C'est plus fort que moi. Je me sens émue. Et c'est plus fort que moi. J'ai peur. Qu'est-ce qui vient te parler un peu plus? Qu'est-ce qui te touche à cet endroit? On retrouve encore une fois cette fiche en fait, encore une fois, c'est-à-dire qu'on va la retrouver au début à chaque fois pour que tu puisses vraiment visualiser, appréhender et comprendre vraiment comment ça fonctionne au niveau de cette énergie. Voilà, le chemin de la connaissance vers soi. Donc, on va regarder aujourd'hui les 3 premiers. Au prochain atelier, l'atelier 2, on rencontrera ici. Et au 3e atelier, on rencontrera les 3 derniers. Comme ça, on prend vraiment le temps pour chaque groupe. Parce qu'effectivement, on reconnaît des groupes. Et on va commencer par celui-là. Le groupe de cet atelier s'articule autour de l'archétype 2, 5 et 8. Donc, un royaume émotionnel, un royaume mental, un royaume instinctif. Et oui, ils sont dans 3 royaumes différents, mais pourtant, il y a quelque chose qui les unit. Qu'est-ce qui va unir le 2, le 5 et le 8? Déjà, on peut voir qu'ils font partie d'un triangle unique ensemble. Et en fait, il s'agit que le monde extérieur est plus important que l'intérieur. La prochaine fois, on regardera les archétypes 4, 7 et le 1. Encore une fois, on peut retrouver ce même triangle qui les unit. Et pour eux, la dimension intérieure est plus importante. Et puis, dans la séance numéro 3, l'atelier 3, on va pouvoir rencontrer les archétypes 3, 6 et 9, qui, encore une fois, on peut le constater, se retrouvent dans un seul et même triangle. Ce triangle, encore une fois, est composé des 3 royaumes et leur particularité ici, c'est que le monde intérieur et extérieur sont très importants, autant l'un que l'autre. Ce qui fait de ces archétypes 3, 6 et 9 des individus qui vont se sentir tendus entre eux, les 2 mondes, intérieur et extérieur. Okay, et par cela, eh bien, va comment dire, désamorcer, montrer et développer des comportements que n'auront pas, par exemple, les autres mondes. Donc, monde intérieur, monde extérieur et le monde entre les deux. Donc, le chemin de la connaissance vers soi, c'est aussi observer cette représentation. Donc, on y voit un rond qui symbolise l'unité. Le triangle, la vie et ses 3 aspects, que l'on appelle la triunité corps, âme, esprit. Et on peut même remarquer qu'il y a 3 triangles à l'intérieur de ce cercle. Et il y a aussi les 6 autres points. Donc, ce sont
ceux qui n'appartiennent pas au triangle central, sont la loi du mouvement et de la transformation de toute vie, puisque la vie, c'est un mouvement perpétuel. Si le mouvement perpétuel est figé, eh bien, c'est la mort. Il n'y a plus de vie. On va rencontrer aussi l'identité, la persona. La persona, c'est la personne qui croit être quelque chose ou quelqu'un. La persona, c'est la personne qui est vue comme. Et donc, on va rencontrer l'utilité du personnage, l'utilité du rôle, du costume, qui va nous permettre de protéger le moi, le soi, ou en tout cas, qui va nous faire croire que cela nous protège. La problématique, c'est que ça peut protéger, mais ça peut également enfermer. D'où le besoin de se découvrir soi pour trouver sa liberté. Vous imaginerez bien qu'avec tous les archétypes possibles que l'on peut occuper lors d'une journée, par exemple, le matin, je suis maman, si j'utilise un masque, j'ai le masque de maman, et puis je vais au travail, j'ai le masque du travail, et puis j'ai le masque de ci, le masque de ça, et j'ai plein de masques. C'est possible qu'il y ait beaucoup de masques. Et c'est possible qu'il n'y en ait pas beaucoup. On est tous, encore une fois, très différents. Mais imaginez donc le nombre de costumes que cela fait. Et donc, plus on va entrer dans la vie, plus on va entrer dans l'âge, plus on a de capacité à avoir de couches, comme un oignon. Plus on va avoir et plus il faudra aller à l'intérieur pour se redécouvrir. Donc, autant de costumes, autant de rôles, travail, famille, patrie, amis, seul, etc. Ici, on va apprendre le chemin vers l'autonomie et la responsabilisation pour que tu puisses retrouver ta souveraineté, d'être qui tu es tout simplement, et vraiment de manière légère et sereine. Et donc là, c'est le moment pour que tu respires. Inspire et relâche. Tout va bien. Les 3 niveaux physique, psychique et émotionnel. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Donc les 3 niveaux de vie qui évoluent et se développent constamment. Donc je viens de le dire, le corps physique, l'essence, l'âme, la vie spirituelle, le mental, l'ego, la personnalité, le persona, le personnage, le masque ou l'esprit qui a faim. Donc la personnalité, c'est l'ensemble des automatismes qui limitent le plus grand potentiel de l'expression quand il n'est pas bien alimenté. Donc, ce qui fait de ton esprit un allié ou un bourreau, ou les deux. Peut-être il y a tantôt les montagnes russes qui viennent s'exprimer dans tes états d'être. En tout cas, la personnalité, c'est la personne qui est changeante, celle qui est visible à l'extérieur. L'essence, c'est la partie qui demeure inchangée, qui reste stable, calme et sereine en toi et en chacun de nous. C'est ça qu'on vient chercher ici, ensemble, c'est retrouver cette essence, cette subtilité. Et donc, parfois, on a des tendances à s'identifier à nos masques et donc à des besoins de stabiliser tout cela. Parfois, les individus croient que leur équilibre réside à cet endroit-là. Donc, l'instinct de sécurité et de stabilité dans notre société actuelle qui nous donne envie, sensation ou besoin, de prendre un numéro, une étiquette, une reconnaissance sociale, accepter, être véhiculé. Ok ? Non tribal où chacun a sa place. Donc, quand on est enfant, en plus, il y a tout le système familial
parental, tout le système scolaire, plus le regard, alors peut-être de la ville ou du village. Et puis après, eh bien, ça grandit. Mais déjà, dans un premier temps, c'est important de venir stabiliser à la source, à la racine. Et vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas une étiquette. Vous n'êtes pas juste cela. Ok, on est bien plus que cela. On est conditionné, encore une fois, à entrer dans des cases. Mais on n'est pas obligé d'entrer dans des cases. Ok. Et tout cela, en fait, tous ces schémas de construction sociale, bien, nous amènent à fortifier les croyances que l'on peut avoir, ou les croyances vont être soit nourries de l'extérieur, soit nourries de l'intérieur pour les apparences à l'extérieur. Et donc voilà, avec des données intérieures, extérieures, pour retrouver la dynamique de l'être humain et retrouver ce qui nous mélange à l'intérieur dans ces domaines d'acquis et d'inné. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est à l'autre? Qu'est-ce qui est de ma responsabilité pour que justement il y ait des choix qui soient positionnés clairement pour mon équilibre? Parce que c'est ça en fait qu'on vient chercher, l'équilibre et l'harmonie. Donc pour se concentrer, il faut reconnaître nos parties qui ont été éclatées ou dispersées. Donc tout ce qui nous insupporte, chez nous-mêmes ou chez l'autre, eh bien, il va falloir ici oser les regarder. Parce que ce que vous allez ressentir, voir, observer, ça va vous permettre de grandir. Ça va être ça qui va vous enseigner. Alors, courage à vous. Encore une fois, je suis là si vous avez besoin et tout va bien. Donc, portez un nid, un masque, comme un oiseau qui vient de naître. Donc, vous avez une aile de chaque côté de votre corps, vous vous souvenez. Vous avez une zone où vous vous intégrez et une zone où vous vous désintégrez. Alors ça, c'est des mots qui sont utilisés dans les accompagnements Ennéagramme. C'est pour ça que je les ai repris pour qu'il y ait une compréhension qui soit plus globale. Maintenant, voilà, on va voir comment on les utilise ensemble, mais c'est pas si bataillant, c'est pas je m'intègre, je me désintègre. C'est vraiment je vais trouver de la ressource ici, et ici, ça va être un peu plus confrontant, mais là où c'est confrontant, on l'a déjà dit juste au-dessus, mais c'est là aussi où il y a beaucoup d'expérience et d'enseignement. Et donc voilà, ça aide en non-confort à nourrir le soi. Et donc vous avez une blessure, une croyance primordiale, et on va aller rencontrer tout cela. Vous pouvez aussi lire, donc il y a pas mal de livres que je peux vous recommander. Le livre de Lise Bourbeau, le premier, qui parle des 5 blessures de l'être. Parce que dans cet ouvrage, bien, vous allez voir les représentations physiques d'une tenue corporelle, d'une tenue d'un être humain. Est-ce que les épaules sont comme ci, comme ça, en arrière? Voilà, comment vous vous tenez dans votre corps? Comment vous respirez? Et puis, ça peut être encore une fois un outil qui peut vous permettre de découvrir ou de retrouver des choses. Donc, pourquoi on porte les masques? Eh bien, en vrai, pour être aimé. Besoin d'être aimé, besoin d'être vu, reconnu, ou en tout cas, si c'est pas vu, reconnu par les autres, c'est vu et reconnu par soi-même. S'accueillir soi-même, s'aimer soi-même. Et puis, on va rencontrer les vices et les vertus lors de cet accompagnement. Le regard des parents. Souvent, c'est le premier regard. Ou alors, il y a aussi, ça dépend où vous êtes né, mais il y a, voilà, quand vous arrivez sur Terre, il y a déjà tout le chemin avant de s'incarner. Donc, s'incarner, c'est entrer dans la chair. On en parlera peut-être à d'autres endroits. Mais en tout cas, tous ces espaces énergétiques sont des espaces de regard. Et donc, les parents, ils ont eu eux aussi des parents.
Et ses parents, ses grands-parents ont eu aussi des parents. Donc, chacun a fait ce qu'il a pu. Mais on a conscience qu'il y a cette influence qui est directe ou indirecte. Et donc, souvent, sans le vouloir, il y a des acquisitions qui arrivent en nous et qu'on peut transmettre. Ou qu'on peut choisir de ne pas transmettre, mais qui, voilà, ça complique tout. Donc, l'inné n'est jamais touché. Votre essence primordiale n'est jamais touchée. Parce que sa fonction d'être reste intacte. C'est ce qu'on vient y mettre dessus, qui est changeant, mouvant et qui peut justement être bougé pour redécouvrir cette essence même. Et donc, les acquisitions de l'enfant, voilà, l'inné n'est pas touché. Mais en tout cas, voilà, il touche qui je dois être, ma fonction générale par des éléments répétitifs de mon côté ou du leur. Un exemple, un enfant qui a un hocher, soit il fait bouger son hocher tout seul et ça réagit autour de lui, soit il prend son hocher et il le jette, ça réagit autour de lui, ou ça ne réagit pas. Et selon ce qui va se passer avec cet enfant, soit il va être dans une pièce à jouer avec son hocher, il y aura du monde, soit il sera tout seul dans une pièce et il jouera avec son hocher, il sera tout seul. Donc, vous voyez, il y a tellement de cas de figure possibles et des réactions des autres tellement multiples que, voilà, ça rend encore une fois notre posture très individuelle, très unique. Et donc, le transgénérationnel entre en action dans notre éducation directe et par les voies indirectes, sur les différentes couches énergétiques, sanguines, cerveau, cellulaire, tout, et sur l'expérience de la vie familiale, amicale, sociétale. Et on va avoir tendance dans nos vies à rejouer, entre guillemets, des rôles, des situations quand elles n'ont pas été réglées ou harmonisées. Et c'est pour ça souvent qu'on dit, alors encore une fois, c'est plus fort que moi et je sais pas pourquoi, mais ça se reproduit toujours pour moi. Ouais, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être, observées, réglées. Et on le verra, aussi plus tard, mais à un moment, vous comprendrez aussi comment s'articulent, les dialogues, les communications entre chacun. C'est-à-dire que peut-être vous rencontrerez que: «Ah OK, j'ai tendance à plutôt bien m'entendre avec tel énéatype, et j'ai plutôt pas tendance à m'entendre avec tel énéatype» et cetera. Donc ça va être très, très intéressant pour vous de voir comment ça s'articule et de observer aussi, si vous avez des parents, des enfants, voir quel archétype ils ont incarné ou ils incarnent parce que ça va vous permettre de comprendre, sentir et voir pourquoi vous êtes dans cette, entre guillemets, situation. Et une fois que vous avez observé cela, vous allez pouvoir retrouver cette essence, cette chose innée en vous derrière toutes ces couches d'oignons. Et donc, le monde extérieur est plus important que l'intérieur. C'est ce que je vous propose ce soir, enfin ce soir, à cet instant, cet atelier, avec l'énéatype émotionnel 2, l'énéatype mental 5 et l'énéatype instinctif 8. Donc voilà les trois archétypes qu'on va rencontrer maintenant. À savoir que le 2, le 5, le 8, le monde extérieur est plus important que le monde intérieur. Ce sont des individus qui vont avoir une tendance à être dans la séduction des autres, d'avoir un impact sur le monde. Ça, c'est important, c'est plus fort que. La relation, donc c'est-à-dire deux entités, comprendre et connaître le monde. L'archétype 2, l'aidant, devient triste s'il n'a pas sa dose d'attention. Il a besoin d'être reconnu. L'archétype 5,
L'observateur a peur d'être envahi. L'archétype 8, le chef, le protecteur, utilise la colère pour se protéger de ses propres faiblesses. Alors, on y va pour chacun. On commence avec l'instinctif, le chef, le protecteur. Donc, son chakra dominant est le numéro 1, que l'on trouve, vous pouvez le voir ici à droite. Le surmoi, c'est la racine Maladara. À chaque fois, vous allez voir que les fiches sont présentées de cette manière parce qu'en fait, ça va vous permettre de comprendre quel est le premier message qu'on a reçu enfant, inconsciemment, parfois. Donc, il a reçu comme message « Tu es bon, tu es OK si tu es fort et courageux ». Il en déduit donc que je suis fort, donc je suis. Un enfant qui reçoit ce message va donc chercher à être résistant aux situations, donner pour être bien vu aux yeux de ses parents, solide, dur et ne pas pleurer, réprimer et ne pas accepter sa vulnérabilité. L'enfant ne s'est pas senti protégé, mais agressé. Comme la violence parentale lui refusait la faiblesse, l'enfant ne put donc pas exprimer ses sentiments, ni sa sensibilité, ni sa tristesse. Sinon, il était rabroué, il était rejeté. Encore une fois, toujours depuis son point de vue à lui. C'est-à-dire que ce qu'il a vu du monde extérieur, ça lui a renvoyé ces messages. Mais ça ne veut pas dire que réellement les parents étaient violents. C'est que cet enfant a reçu ce message-là, que ce qui se faisait là était violent pour lui. Okay. Donc voilà, trouver vraiment la mesure de chaque espace. Donc il sera une personnalité, quelqu'un de volontaire, de tenace, de grande force et très puissant. Il n'aime pas du tout être vu dans sa vulnérabilité et ne supporte pas du tout celle des autres. La faiblesse, c'est une problématique. Il aime être démonstratif dans sa puissance. Et quand le 8 est présent, ben on le sait, on le sait qu'il est là. Il a une énergie de fédérateur très englobante. C'est une personnalité qui est droite, qui est stable, qui est forte. Il a une puissance, c'est quelqu'un qui est contrôlant. C'est un protecteur, un sauveur. Il aime prendre en charge, c'est un grand autonome. Il aime surtout ne rien devoir à personne. Il laisse une empreinte sur le sol, le public le voit et surtout on s'en souvient. C'est quelqu'un de battant, de challengeant. Et plus la faiblesse est proche de lui, plus ils se sentent attaqués et plus ils trouvent de la force. Donc, c'est-à-dire ils vont se nourrir aussi de la faiblesse des autres. Parce que pour eux, c'est pas OK. Et pour eux, c'est pas OK de voir leur propre faiblesse. Je vous proposerai aussi des films qui sont en lien avec chaque énéatype. En particulier ici, je pense à un super film. Alors, il y en a plusieurs, mais c'est l'un des films de la vie de Steve Jobs. Et on peut vraiment découvrir la personnalité du 8. Et c'est quelque chose. Donc, l'archétype 8 sera contrôlant, protecteur. C'est quelqu'un qui assure la sécurité, entier, engagé. Il a une tendance comment dire, à juger le sens où vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux. C'est noir ou c'est blanc. Si vous êtes avec lui, c'est béni. Ça va être porte ouverte. Par contre, si vous n'êtes pas avec lui, alors là, c'est fini pour vous, quoi. C'est stop. Donc, c'est pas évident d'être à leur côté. Ils sont vraiment dans une grande dualité, amis ou ennemis.
Par contre, ils peuvent avoir une grande dévotion. Ils n'ont aucune réserve. Ils sont excessifs. Ils ont des projets d'envergure colossale. Ils fédèrent un ensemble pour aller plus loin, pour aller ensemble plus loin. Ils aiment le pouvoir. Ils testent la résistance tout le temps pour l'adhésion au pouvoir. Si vous êtes avec lui, et ça vous le verrez dans le film dont je viens de vous parler, il va tester tout le temps, et il va pousser tout le monde dans le plus qu'ils peuvent. Et dès qu'il y a de la faiblesse, bam. Donc ça, c'est pas évident au quotidien. C'est un archétype qui est contrôlant et qui contrôle donc l'information pour maîtriser toutes les situations. C'est quelqu'un qui a besoin de tout savoir. On peut souvent se sentir oppressé en leur présence. Ce sont des chefs qui peuvent devenir pervers car ils se nourrissent effectivement de l'emprise des autres. Donc, il aura cette force colossale, aussi cette générosité énorme si l'on va dans son sens. Il a ses capacités à percevoir à travers les obstacles. C'est un bulldozer. On l'appelle aussi la bête sauvage. Mais c'est aussi quelqu'un de très colérique, qui parle très fort et qui se met en colère souvent. Donc, sa communication très colérique dégage de l'énergie volcanique. Partie haut du corps et fort. Il n'aime pas l'ambiguïté et n'aime pas les calmes. Parce que les calmes, pour lui, il y a quelque chose qui se cache derrière. Les limites, bien l'entourage a peur d'eux et ils n'ont pas conscience de leurs actes. Les schémas répétitifs, bien ils aiment forcer leur vie, forcer les choses, leur destin. C'est moi qui choisis. Ils redemandent toujours 20 fois plus que ce qu'ils n'obtiennent et toujours plus d'énergie, toujours plus. Voilà pour le 8. L'archétype 2, c'est bon pour toi? On y va. Pour l'archétype 2, le chakra dominant est le 4, le cœur, Anahata. On peut le voir encore une fois à droite. Le message reçu, tu es bon, ok, quand tu es aimé et proche des autres. Pour lui, tout va bien si l'autre va bien. Il a un grand besoin d'être indispensable et en relation avec les autres. C'est hyper important avec lui, c'est plus fort que lui. Compter pour ses proches le rassure et lui donne le sentiment d'exister. Un enfant qui reçoit ce message va chercher à être présent avec les autres pour se sentir vivant. Retenir tous les détails pour pouvoir s'adresser aux autres facilement. Être en relation car toute son identité repose là-dessus. L'archétype 2 est aussi l'archétype des mamans. Donc, vous allez pouvoir, en tant que maman ou en tant qu'énergie maternelle, donc ça peut être un papa qui a une énergie maternelle, mais en tout cas, cette énergie maternelle, vous pouvez vraiment la retrouver dans l'archétype 2. Donc, imaginez les deux. Alors, son profil chaleureux, sociable, bienveillant, vraiment dans le relationnel et très attentionné. Le fonctionnement, capacité à beaucoup donner. J'aime, j'aide les autres. Je subviens à tous leurs besoins. Focaliser sur les besoins, en particulier des autres. Et je devine avant eux ce qu'il serait bon qu'ils fassent. Voire, ils le savent mieux que les autres pour leur bien. Une phrase type de « Mets un pull, j'ai froid ». Typique. Ils dispensent leurs valeurs, ils peuvent aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la maladie. Ils ne s'autorisent pas à se ménager, ce pourquoi ils peuvent aller toucher la maladie,
Parce qu'à force de s'occuper des autres, eh bien, ils s'oublient. Eux passent toujours après, sauf qu'en fait, voilà, ça peut amener à des problématiques. Donc, archétype très maternel, féminin, dit-on. S'entraînent à toujours tout donner, prennent tout en charge jusqu'à l'épuisement. Elles existent car elles pensent qu'en donnant toujours, elles vont recevoir quand elles en auront besoin. Et elles sont souvent déçues. Parce que soit elles se disent quoi, je reçois que ça alors que j'ai donné tout ça. Ou alors, ce qui est souvent fréquent chez les archétypes 2, c'est qu'elles n'arrivent pas à recevoir les cadeaux. Mais non, garde-le pour toi, t'en as bien plus besoin que moi. C'est un archétype au service des autres par orgueil. Ils tirent fierté de leur comportement. Ils s'identifient à l'aide qu'ils apportent. Ont peur de perdre leur identité d'aidant. On peut retrouver aussi cet archétype dans les infirmières. Eux n'aiment pas être aidés. Ils sont souvent mal à l'aise de recevoir l'aide des autres ou les cadeaux. Ils sont déjà en train d'anticiper comment ils vont pouvoir aider encore en retour. Ils en font souvent trop et ils insistent. À un moment, c'est le corps qui dit stop. Ils font toujours des cadeaux, souvent très bien ciblés pour toucher en plein cœur, pour toucher au plus intime, pour pouvoir dire « t'as vu, je le savais ». Ils aiment recevoir quand ils savent qu'ils vont recevoir un cadeau. Ils croient facilement qu'un énéatype 2 est... Ah oui, c'est ça. Les énéatypes 2, on a vite l'impression que ce sont nos meilleurs amis parce que c'est leur façon d'être. Sauf que du coup, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est leurs meilleurs amis. Et donc, ils sont investis dans chacune des relations avec beaucoup d'individus. La relation est hyper importante pour lui, pour elle. Et parce qu'en fait, être en relation, c'est exister, c'est être. Et donc, ils privilégient et donnent à ceux qui donnent en retour. Donc, l'aidant devient triste s'il n'a pas sa dose d'attention, il a besoin d'être reconnu, hein, je vous le rappelle. Donc, ce qui amène chez lui une communication chaleureuse, enthousiaste, beaucoup de compliments, facilement pour créer le lien, pour créer de la relation. Mais il y a une phase un petit peu de manipulation affective, parce que voilà, c'est un besoin d'être reconnu. Il force l'autre à l'aimer. Dis-le, allez, hein, dis-le que tu m'aimes, allez, dis-le que tu aimes maman, tout ça, tout ça. Donc, on n'ose pas lui dire non. Il vous force pour son bon plaisir. Elles investissent beaucoup le territoire de l'autre. C'est très vexant pour eux si on ne veut pas de leur présence. Ils veulent vraiment se sentir utiles. Dans l'élan, ils aiment créer la relation avec eux, et moi, et moi, et moi. Pas évident de laisser de la liberté à l'autre. Et ils rêvent pourtant énormément de liberté. Et on dit que les archétypes 2 sont très inspirés par les archétypes 7. L'archétype 7, c'est l'épicurien. Mais ça, encore une fois, on le verra par la suite. Ils aiment rendre facilement les autres dépendants car ils font pour eux, ils font beaucoup pour l'autre et ils aiment ça. Même si tu ne veux pas, elles font pour toi. Mais maman, je t'avais dit que je laverais mon linge. Ah, mais j'avais 3 bricoles à laver. Ils n'aiment pas du tout être seuls. Voilà pour les archétypes 2. Donc peut-être vous êtes aussi reconnu dans cet archétype. En tout cas, voilà, prenez bien vos petites notes et puis on va continuer avec l'archétype 5 et on va terminer cet atelier avec cet énéatype. On y va, c'est parti. L'archétype 5, donc le mental, le royaume du mental. L'observateur a peur d'être envahi. Donc le chakra dominant est le chakra 7, la tête.
Sahasrara. Hmm. Il a reçu comme message: tu es bon, ok, si tu maîtrises quelque chose. Mhm. Son territoire est le garant de son intimité. À mes souhaits. Donc, son territoire est le garant de son intimité. Il est à l'aise dans le rôle de l'observateur et de l'écoutant. Il sait tenir en respect d'éventuels envahisseurs. Il s'exprime plus volontiers à propos de concepts. Comme ça, il ne parle pas trop de lui. Il aime avant tout comprendre les situations, les fonctionnements, compiler à l'infini les informations. Il a un fort goût pour l'indépendance. Ses émotions, elles lui appartiennent. Il les entend, il les contacte seulement en solitaire. Et ce comportement peut d'ailleurs dégager de lui une image de froideur. Il sait bien se dissocier des situations émotionnelles chargées, c'est-à-dire dès qu'il y a un peu trop d'émotions, il se caresse. Il ressemble beaucoup au renard dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il a besoin d'être apprivoisé, d'être mis en confiance, en amitié. Il met du temps à se dévoiler. Un enfant qui reçoit ce message, il va chercher à, donc le message tu es bien si tu maîtrises quelque chose, il va chercher à observer le monde en restant détaché, voir, comprendre et analyser. C'est plus fort que lui, c'est important. Il développe donc des capacités de concentration, de précision et d'observation. Il forge son identité en tant qu'observateur détaché du monde. Ok pour les autres, mais pas pour moi. Il voit, il observe, il comprend et il analyse le monde de loin. Il développe donc des capacités de concentration, précision et observation. Il n'est pas impliqué émotionnellement. Il a donc la sensation d'être objectif. Donc en étant objectif, il est non subjectif. Vous voyez, ce n'est pas lui. Il aime l'analyse, la synthèse. Il aime aussi les choses courtes et brèves. Si vous venez lui parler, soyez concis et soyez direct. Si ça fait des fioritures et des blabli-blabla, vous allez le perdre. C'est quelqu'un qui est pointu dans un domaine spécifique et qui est aussi avare. Avare dans tout, c'est-à-dire il peut avoir beaucoup d'informations et être avare dans le don d'informations. Il peut être aussi avec l'argent, hein, avare dans l'argent. Il est avare, mais il est aussi avare avec lui-même. Okay. S'il a de l'amour, parce qu'on a tous de l'amour, il est avare de s'en donner à lui. Il est avare de se faire plaisir. Et donc, il est avare, évidemment, de l'offrir aux autres. Enfin, c'est pas facile. C'est plus fort que lui. Ce sont souvent des individus qui sont qualifiés, qui ont une grande capacité à comprendre le monde, à accumuler les savoirs, parce qu'en fait, ils cherchent la maîtrise. Il sait ce qu'il a, mais il ne donne pas facilement. Il lâche pas comme ça. Quelqu'un de très investi, mais voilà, encore une fois, très difficile de tirer les fruits de ce qui, lui, va le nourrir. Ce sont des individus qui semblent suffisants, compétents, et c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Il estime qu'il a besoin de s'isoler. C'est sa normalité d'être dans sa solitude, dans son isolement, parce que ça lui permet d'avoir un point de vue sur la réalité, et donc pas être dans l'émotion. C'est pour ça donc qu'il aime la solitude, parce que ça le ressource. C'est un chercheur spécifié, seul, compétent sur le sujet, et donc ça va aussi le mettre dans une sécurité de lui face à lui-même et de lui face aux autres. Et donc, ce sont des individus qui sont plutôt en retrait, au fond d'une rue, dans une impasse, qui sont loin, 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 la chambre la plus au loin, etc., pour ne pas, encore une fois, être dérangés.
Il est souvent en retrait, ne cherche pas la relation. Ils sont parfois maladroits avec les autres et ils sont excellents dans un secteur. Ils délaissent donc la relation, pas très émotionnelle ni relationnelle, parce que pour eux, c'est une perte de temps, parce que le temps, c'est qualitatif et ils ont des choses importantes à faire. Donc l'émotion le perturbe et l'émotion perturbe sa pensée, le fil de sa pensée. Et comme c'est un archétype qui fait partie du royaume du mental, eh ben, en fait, il est tout le temps en train de penser. Et donc, les émotions viennent vraiment perturber son équilibre de pensée. Ou en tout cas, c'est plus fort que lui, c'est ce qu'il croit. Donc, s'ils sont touchés, eh ben, ils vont le vivre principalement de l'intérieur. C'est l'inverse total de l'intuition. L'intuition qui sont en lien avec le corps. Ils aiment la logique et le rationnel. Ils aiment les gens compétents. Sinon, tais-toi. Ils parlent peu, mais parlent quand ils maîtrisent un sujet. Ils écoutent beaucoup pour apprendre. Ils n'investissent pas sur l'intime, pas sur le personnel, pas sur eux-mêmes. Il faut vraiment avoir du temps pour ouvrir la porte de l'intime avec eux. Il doit se sentir vraiment, vraiment en confiance. Ce sont des individus très secrets. Leur offrir un espace-temps sécurisant, c'est nécessaire. Ce sont de très bons confidents, ils peuvent vraiment vous écouter. Ils sont sensibles aux émotions de l'autre, mais vous ne le verrez pas chez lui. Il ne montre pas sa sensibilité. Surtout pas aux autres et parfois même n'osent même pas se la montrer à eux-mêmes. Et donc, ils se cachent pour vivre ce qu'ils reçoivent. Donc, on l'a déjà dit, ils parlent peu, ils sont peu démonstratifs. Il fait tout au minima, peu de vêtements, peu de nourriture, peu de choses. J'ai besoin de peu pour vivre, ça les soulage. Je suis suffisant avec le peu que j'ai. Ce sont des individus qui peuvent négliger l'environnement matériel, l'hygiène de vie et quelqu'un qui n'habitera pas très bien son corps. Et ça, ces points-là, on peut les reconnaître spécifiquement avec l'archétype 9. Donc, des fois, vous pouvez vous dire, OK, à quel archétype j'appartiens? C'est parce qu'il y a des résonances, des fréquences. L'archétype 5, donc, ils attendent des autres que l'on n'empiète pas sur leur territoire. Ils ne veulent pas être envahis. Ils ne sont pas prises de tête. Ils ne veulent pas de conflit. Ils sont plutôt agressifs avec les idées superflues et ne pas leur proposer quelque chose qu'ils ignorent ou qu'ils n'ont pas encore conscience. Parce que si ça va trop vite, ça les envahit. Ils sont donc discrets, effacés d'eux-mêmes. Ça aussi, on peut le voir par rapport au physique. Ce sont des individus qui peuvent être plutôt minces, plutôt élancés. Si vous voulez une bonne relation avec un archétype 5, il faut leur parler de choses intéressantes. Avoir quelque chose à dire, sinon ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. Ils ne vous écouteront pas et en plus, ça va créer de la distance avec eux. Il faut vraiment les laisser venir à vous, comme les chats. Enfin, c'est souvent ce que je dis. Et voilà pour les archétypes de cet atelier. Donc, je t'invite à prendre le temps pour une bonne digestion, respirer avec tout ça. Et puis, quand on sera en rendez-vous ensemble individuel, je te proposerai de regarder une carte oracle. Et puis, à cet endroit-là, tu pourras me dire comment tu te sens par rapport à ça. Et en tout cas, en attendant, j'ai écrit le prochain week-end, mais c'est parce que c'est des vieilles fiches. Enfin, cette fiche-là est ancienne. Mais en tout cas, voilà, en attendant le prochain rendez-vous, le prochain atelier, eh bien, je t'invite à faire un sourire à quelqu'un, au moins à une personne, en conscience, en respiration, d'avoir un échange osé. Alors, ça dépend de qui vous êtes en tant qu'individu. Qu'est-ce qui est osé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà, faire un coup de téléphone à quelqu'un, montrer tes seins. Montrer tes seins, c'est parce que ça m'est arrivé dans un atelier en réel.
voilà, sur le parking. C'était vraiment quelqu'un qui était incapable de faire ça et là, elle s'est surpassée, c'était vraiment, extraordinaire. Et donc aussi dire à quelqu'un, bah, que cette personne compte beaucoup pour vous. Ça, c'est important de le faire et en tout cas d'apprendre à le faire, dans ces ateliers. Et puis voilà, ce soir en te couchant ou là tout de suite après l'atelier, c'est comme c'est mieux pour toi ou les 2. Fais-le pour les 2 si tu peux. Voilà, 21 gratitudes pour dire merci. Et donc, beh, c'est moi qui te remercie là pour, cette écoute, pour ce travail que tu engages avec toi-même et waouh, c'est vraiment le début d'une belle aventure, d'un joli voyage et je suis vraiment en joie, bah, de pouvoir te retrouver en rendez-vous individuel et vraiment en joie de partager tout cela. Donc je te dis à bientôt!